Qu'est-ce que c'est en fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Pour reprendre le langage de l'époque, quelle est la nature de ces révolutions? Est-ce que vraiment on a eu affaire à des révolutions? Et je vais essayer de vous présenter donc quelques réflexions qu'on a eues. Est-ce que c'est une révolution Facebook? Oui, d'un côté. Est-ce que voilà, c'est une révolution du jasmin? Est-ce que c'est un wiki-putsch? Est-ce que c'est finalement un complot américain? Voilà, on va dire toutes ces choses-là, oui. Et voilà, qui a donné le signal. Est-ce que finalement c'est simplement la nouvelle politique d'Obama basée sur donc le soft power, non plus la politique belliciste des néoconservateurs américains, et qui vise, comme beaucoup le disent, à créer une zone dans le monde arabe qui serait une zone d'islam sunnite pour court-circuiter l'Iran. Et de l'autre côté, pour battre en brèche le modèle, en fait un nouveau modèle qui vient s'opposer au consensus de Washington, qu'on appelle le consensus de Pékin. Il y a un livre de Stephen Harper, je crois, qui est sorti il y a à peu près 3 ans, qui s'appelle « Comment est-ce que le modèle autoritaire va dominer le 21e siècle ?» par rapport à la Chine. Et de l'autre côté, une manière finalement de réenchanter le néolibéralisme en donnant raison à Fukuyama, enfin j'ai tendance à confondre Fukushima et Fukuyama, voilà. De Fukuyama, comme quoi donc on assisterait à une nouvelle chute du mur de Berlin, à une nouvelle, à une fin de l'histoire, et que finalement le monde arabe était mûr finalement pour la démocratie qu'il revendiquait de lui-même. Donc en fait, en prenant tous les signes au niveau géopolitique, il y a quelque chose qui pêche un peu dans cette analyse, c'est qu'elle sous-entend, à mon sens, que les États-Unis sont toujours aussi puissants qu'au début des années 2000. Or, on est dans un monde qui est de plus en plus multipolaire, et toutes ces théories qui sont basées sur une forme d'épistémologie particulière, une forme d'ontologie, une conception particulière de l'histoire, une conception particulière de l'action, de l'activité humaine, à mon sens, ne sont pas pertinentes. Pourquoi? Comme je viens de le dire, elles présupposent une toute-puissance d'un acteur américain, donc en même temps avec une CIA qui est derrière et qui est capable de tout prévoir, de tout entreprendre. Ensuite, c'est basé sur une conception qui dit que ce sont les hommes qui font l'histoire, et de la manière dont ils savent comment ils la font, si vous voulez, c'est-à-dire qu'ils la font de manière consciente, et en même temps une autre tendance qui consiste à croire que tout se produit dans des officines particulières, que les personnes qui agissent, les acteurs de l'histoire, ont une vision claire des objectifs et que les structures ne travaillent pas. Autrement dit, qu'il n'y a que des personnes qui sont là, comme des marionnettes, si vous voulez, et qui sont capables de diriger le destin de millions de personnes. Or ça marche pas. Parce que de ce point de vue-là, cette conception de l'histoire consisterait à dire que la révolution russe est un complot allemand pour déstabiliser la Russie, et que le mouvement de décolonisation de l'après-guerre est lié aux Américains qui voulaient protéger des bases en Méditerranée. En fait, à mon sens, ce qui s'est produit, c'est la conjonction entre plusieurs phénomènes. On arrive à une période donc on va dire de développement, de crise du système économique dans son ensemble, qui s'est manifestée par une crise financière et économique d'une violence inouïe, qui à mon sens n'est pas encore terminée, qui au contraire commence à peine et va se manifester bientôt sous la forme d'inflation un peu partout. On arrive à une conjonction aussi qui fait qu'on rentre dans un monde de plus en plus multipolaire, et on arrive à un phénomène qui est l'inutilité, la désormais inutilité de ce qui a eu un rôle depuis les indépendances, c'est-à-dire les bourgeoisies parasitaires de ces pays-là, de ces pays de la périphérie. Je vais m'expliquer. Quand les indépendances se sont produits, il y a eu beaucoup d'espoir, beaucoup de personnes ont vécu cette période-là de développement. La Tunisie, on disait qu'on allait faire de la Tunisie et la Californie de l'Afrique, ne parlons pas de l'Algérie aussi, de l'époque des réformes agraires. Et à un moment donné, il y a eu comme une fossilisation. Ce modèle-là commençait à être battu en brèche à l'échelle internationale entre le début et la fin des années 70. Et il n'y a plus eu, comment dirais-je, ceux qui étaient censés faire ce développement sont devenus des formes, je ne dirais pas d'apparatchiks, mais des formes de personnes qui étaient chargées d'acheter la paix sociale en distribuant la rente. Et l'argent, au lieu d'être transformé en capital, en structure de production
que ça soit industriel, que ça soit agricole, que ça soit de développement de marché intérieur, a plutôt été et resté au stade d'argent et a été simplement un moyen d'acheter la paix sociale de manière clientéliste, comme on dit, de manière népotiste et qu'on peut dire aussi de manière mafieuse. Et ce modèle, en un sens, ce que les événements nous montrent, c'est que ce modèle a fait son temps et que cette bourgeoisie parasitaire qui était là pour accompagner l'impuissance des bourgeoisies de ces pays-là est devenue un frein. Et à partir du moment où il est devenu un frein, structurellement, sans évidemment que ça soit conscient, il y a eu une alliance entre toutes les catégories de la population. C'est-à-dire une alliance entre une moyenne bourgeoisie, on pourra dire beaucoup plus, ou pas industrielle vraiment, mais beaucoup plus entreprenante, une alliance avec une petite bourgeoisie en voie de paupérisation, et une alliance surtout avec un acteur qui jusqu'à présent ne se manifestait pas, qui était vu comme négatif, qui était stigmatisé, que beaucoup de personnes appelaient le lumpenprolétariat, et qui en fait s'est manifesté. C'est ce que j'appelle personnellement le sous-prolétariat des régions défavorisées, qui était triplement exclu, je parle du cas de la Tunisie, qui était exclu du point de vue économique, puisqu'il était moitié au chômage, moitié dans des activités journalières, des activités liées à l'agriculture, des activités liées à la construction publique, et en même temps qui était stigmatisé socialement, puisqu'il descendait de tribus, il descend toujours de tribus nomades, même s'il a fait des études, il a beaucoup moins de chances d'arriver d'avoir un boulot, un travail en même temps en sortant de l'université, et en même temps qui était vu comme les gens de l'intérieur, comme ces personnes-là qu'on rejette au-delà d'une forme de limesse un peu imaginaire. Et ce sous-prolétariat, finalement, c'est celui-là qui était à l'origine de ces révolutions. C'est-à-dire, c'est en même temps des jeunes, il y a un côté générationnel aussi dans ce mouvement. C'est des personnes, donc, entre, on va dire, 15 et une trentaine d'années, qui ont payé le prix le plus fort dans ces révolutions, dont certains sont morts, il faut voir. Hein, il y a eu que plus de 300 et quelques morts en Tunisie, dont la majorité appartiennent à ces catégories-là. Et donc, ces personnes ont finalement, dans un premier temps, eu recours au registre de l'émeute. Le registre de l'émeute, c'est quelque chose qui est en voie de mondialisation. Ça, on peut le voir. Il y a une dimension émeutière de plus en plus forte qui est codifiée. Il y a certains anthropologues qui en parlent, comme Alain Berthaud, par exemple, que je trouve ses analyses très pertinentes, qui relève d'un langage particulier. Cette dimension émeutière était présente en Tunisie. Ensuite, il y a eu une autre dimension, qui est une dimension beaucoup plus, on dira, classique, bourgeoise, classique, médiatisée un peu par les avocats, par les hommes de robe qui sont là, qui sont un peu médiateurs des valeurs démocratiques, des valeurs centrales de la société, de l'état de droit, de l'indépendance de la justice, etc. Et de l'autre côté, il y avait une dimension un peu, sans faire des gros mots, un peu postmoderne, c'est-à-dire qu'en fait, il y avait à la fois que ça soit la jeunesse ou que ça soit toutes ces catégories de la société, ils commençaient un peu à en avoir marre d'être étouffés dans leur liberté d'être et d'avoir. Je m'explique, c'est-à-dire à un moment donné, dans cette période de mondialisation où tout circule de plus en plus vite, il y a l'identité totale devient un frein, c'est-à-dire que les personnes de plus en plus veulent choisir un peu à la carte les éléments qui déterminent leur existence, et la présence de cette bourgeoisie parasitaire, la présence de ces freins, finalement, devenait insoutenable. Et tout ça a été possible, et cette alliance entre toutes ces catégories de la population, en plus il faut rajouter la bourgeoisie industrielle et entrepreneuse qui était rackettée, littéralement rackettée, à chaque fois qu'il y avait un marché ou une chose comme ça, elle a été possible parce qu'on était dans un état de crise économique, et dans un état où le système clientéliste, qui a ensuite, après la Révolution, été stigmatisé de manière générale comme mafieux, était impuissant à acheter la paix sociale, et il était en même temps impuissant à faire une forme de keynésianisme, de redistribution sociale, en gonflant les services de sécurité, en distribuant de la rente de manière non légale, rationnelle comme chez nous, c'est-à-dire par le RSA et le chômage, mais de manière en fonction des affinités familiales, des affinités politiques, et de toutes ces choses-là. Donc finalement, c'est les régimes de partis hégémoniques, de partis uniques, et les régimes où il y a une forte présence de cette bourgeoisie parasitaire
au sein de l'État et dans beaucoup d'activités économiques qui ont été visées de manière prioritaire. Et ce processus-là, à mon sens, il est irréversible et il touche en premier lieu un acteur, un État qu'il y a dans le monde arabe, c'est l'Arabie Saoudite. Pourquoi ? Parce qu'au lendemain de l'échec, ce qu'on a appelé l'échec des développementalismes dans les années 60, un acteur a commencé à surgir et à devenir victorieux de la guerre froide arabe. La guerre froide arabe entre l'Égypte et l'Arabie Saoudite, c'est l'Arabie Saoudite. Et l'Arabie Saoudite a fait circuler la rente pétrolière d'une manière vraiment forte. Et cette rente pétrolière, elle s'est diffusée un peu partout. Elle a permis une construction de certains projets, mais elle n'a pas permis l'accumulation de capital et le développement de marchés intérieurs. Et cette rente d'Arabie Saoudite, elle a permis le renforcement de cette bourgeoisie parasitaire. Et actuellement, en période de crise économique, en période de crise financière, cette rente crée trop d'instabilité au niveau mondial. Puisque au lieu, comme une bourgeoisie digne de ce nom, c'est-à-dire qu'avec le surplus qu'elle dégage, elle réinvestit dans des activités productrices, là, chaque bénéfice, ou plutôt chaque petit bénéfice qui est pris de la rente, il est réinvesti tout simplement dans le capital financier. Et donc ça crée des instabilités au niveau mondial dont la crise financière est le nom. Ce que je dis, ça s'applique un peu au monde arabe, mais c'est aussi valable pour la Tunisie, même si la Tunisie n'a pas de ressources naturelles. Puisque quand on parle d'économie à dominante rentière, on parle surtout d'économies qui sont exogènes, c'est-à-dire qui sont liées à une forme d'allocation de ressources. Et la Tunisie est une économie qui est beaucoup plus semi-concurrentielle et qui met en valeur une ressource fondamentale on peut dire entière, qui est le tourisme, qui est basé sur l'exploitation de quelque chose qui est naturel et non pas sur l'exploitation de plus-value directe. Excusez-moi, je suis un peu économiciste là-dessus, mais vous devez savoir de quoi je parle. Voilà, donc en Tunisie, ça a été le parangon, si vous voulez, ça a été la première, le premier acteur qui s'est lancé dans ce mouvement-là. La Tunisie, le mouvement, il a eu une forme particulière liée à ce qu'on peut appeler des ressources politiques. C'est-à-dire que la Tunisie, c'est un mouvement, c'est un pays qui a été marqué dans son mouvement national par le syndicalisme. Et c'est très fort. Faut se dire qu'à l'indépendance, le syndicat, donc la centrale syndicale, le GTT, siégeait de manière égale avec le parti qui avait mené l'indépendance également, c'est-à-dire le Néo-Destour de Habib Bourguiba. Et il y a des structures de ce syndicat, de cette centrale syndicale, si vous préférez, un peu partout dans le pays. Cette centrale syndicale a eu une influence, non en tant qu'acteur, en tant que syndicat, mais à travers les syndicalistes eux-mêmes, qui avaient investi ce syndicat et qui, au moment de la Révolution, ont pris parti pour le sous-prolétariat, en fait. Et ça donne une couleur particulière, une couleur, on dira, un peu travailliste, un peu progressiste au mouvement tunisien, et ça donne aussi ce qui le différencie fortement d'autres pays. Maintenant, par rapport aux évolutions de la Tunisie, en mon sens, il faut voir plusieurs choses. Il faut voir déjà l'attitude que va avoir la communauté internationale. Parce que dans ce processus que je vous disais, cette pression sur l'intégration de la rente, il y a quelque chose qui se passe. Si la communauté internationale, que ce soit l'Europe, que ce soit en même temps la Chine et l'Inde, que ce soit les États-Unis, n'ont pas une volonté claire de développer des structures de production, d'aider au développement de structures de production dans ces pays, c'est-à-dire de transfert technologique, de convergence industrielle, de tout ce qu'on a vu, le mouvement peut vite être battu et finalement l'autoritarisme perdurer. Si par contre il y a une volonté claire, non pas une volonté de libéralisation politique sur la base des avantages comparatifs, sur la base de l'exploitation d'une main-d'œuvre à faible marché, mais vraiment une volonté claire, à mon avis, ça peut réussir. Et le monde arabe peut profondément changer et ça peut porter beaucoup d'espoir en ces temps d'incertitude idéologique très forte. Merci.